La majorité veut changer sa vie, mais presque personne n'ose se regarder en face. Tout le monde parle de transformation, mais peu sont prêts à en payer le prix. Parce que le véritable changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence lorsque tu en as assez de ton propre mensonge. La vie ne s'améliore pas magiquement. Elle s'améliore lorsque tu prends des décisions difficiles, lorsque tu arrêtes de négocier avec toi-même, lorsque tu décides que tes émotions ne peuvent plus te gouverner, que tes pensées ne sont pas des lois et que tes habitudes ne te représentent plus. Tu n'es pas piégé, tu es distrait, tu n'es pas brisé, tu es désordonné. Ton esprit n'a pas besoin de plus de motivation, il a besoin de structure. Et ta vie ne changera pas tant que tu ne prendras pas le contrôle, comme si ton existence en dépendait. Parce que c'est le cas. Ce n'est pas une vidéo de belles phrases, ni une conférence de motivation pleine de sucre. C'est une carte pour te reconstruire de l'intérieur, pour récupérer le pouvoir que tu as cédé, pour mettre de l'ordre dans le chaos que tu as toléré, pour reprendre le cap que tu as perdu. Nous allons parler de 8 principes, 8 façons d'allumer une véritable transformation. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'être prêt à faire le travail, à sortir du pilote automatique, à te dire la vérité même si ça fait mal, à te tenir ferme avec ton propre esprit, parce que personne ne va te sauver, personne ne viendra te donner la permission, c'est ta vie, et si tu ne te prends pas au sérieux, le monde ne le fera pas non plus. Ici commence le processus, ici commence le moment où tu arrêtes de te justifier et commences à te construire. 1. Prends le contrôle avant que le monde ne te parle. Imagine que chaque matin tu te réveilles au milieu d'une salle pleine de voix. Certaines te traitent de faible, d'autres te pressent, d'autres te comparent, t'insultent, te confondent. Tu ne peux pas voir qui parle, mais toutes ces voix semblent savoir qui tu es et ce que tu dois faire. Cette salle est ton esprit. Et si tu n'entres pas d'abord pour prendre le micro, ils le prendront pour toi. Dès le moment où tu ouvres les yeux, le monde essaye de te définir. Les réseaux sociaux te montrent des vies qui ne sont pas les tiennes. Les médias t'injectent de la peur. Le bruit extérieur te programme sans que tu t'en rendes compte. Et pendant ce temps, tu ne fais que réagir. Tu réagis à des messages que tu n'as pas choisis, à des opinions que tu n'as pas demandées, à des problèmes qui ne sont pas les tiens. La vérité est brutale. Si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit au début de la journée, quelqu'un d'autre le fera. Et cette personne peut être n'importe quoi. Ton anxiété, tes traumatismes, tes réseaux, tes souvenirs, tes insécurités ou l'algorithme. Vivre sans prendre le contrôle est comme laisser la porte ouverte et sortir de chez toi, en espérant que rien ni personne n'entre pour te détruire. Le stoïcisme l'avait bien compris. Tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu contrôles comment tu fais face à ce qui se passe. Et cette confrontation commence tôt, pas quand tu es déjà perdu dans la routine, pas quand tu es saturé de stimuli, pas quand le chaos t'a déjà rattrapé. Elle commence plus tôt, dès que tu ouvres les yeux. La première bataille de la journée, elle se livre en silence, et l'arme principale est l'intention. Lève-toi avec clarté, même si ton corps veut rester au lit. Respire profondément avant que la tempête n'arrive. Choisis une pensée ferme avant que les pensées empruntées n'arrivent. Décide comment tu veux vivre la journée avant que la journée ne te pousse comme un courant sauvage. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la neuroscience. Le cerveau ne distingue pas entre la réalité et la pensée. Ce que tu penses, tu le ressens. Et ce que tu ressens conditionne ce que tu fais. Alors, si ta première pensée de la journée est faible, tout ce que tu feras ensuite sera construit sur une base instable. Mais si tu commences fort, concentré, maître de toi, alors tout ce qui vient ensuite, même si c'est difficile, te trouve prêt. Fais-le simplement, mais fais-le avec caractère. 1 minute, 2. Tu n'as pas besoin de rituels longs, juste d'une intention ferme. Réveille-toi et dis « Aujourd'hui, je décide. Aujourd'hui, je pense d'abord. Aujourd'hui, je ne suis pas la victime de mes émotions. Aujourd'hui, je ne suis pas défini par le bruit. Aujourd'hui, je marche depuis mon centre. » C'est un acte de rébellion. Te rebeller contre l'habitude de commencer la journée endormi, même si tes yeux sont ouverts.
Te rebeller contre l'idée que le monde dicte ton humeur, ton estime de toi, ta valeur. Et te rebeller surtout contre cette ancienne version de toi qui réagissait simplement et se perdait. La transformation commence là. Pas avec de grands discours, ni avec des plans lointains. Elle commence quand tu décides qu'avant que le monde ne te dise qui tu es, tu l'as déjà décidé. Avant que le monde ne te parle, tu t'es déjà parlé avec force, avec ordre, avec conscience. Prends le contrôle, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ta responsabilité. Personne ne le fera pour toi. Et chaque jour que tu laisses passer, c'est un jour où ton esprit devient plus étranger et moins tien. Mais chaque jour que tu le fais, même un peu, c'est un pas ferme vers une vie vécue de l'intérieur. 2. Déclare ta tête en ordre chaque matin. Ta tête est comme une maison. Si tu ne la ranges pas en te réveillant, tu passes la journée à trébucher sur les meubles. Chaque pensée désordonnée est comme une chaise mal placée qui te fait tomber encore et encore. Et plus tu tardes à la remettre à sa place, plus il devient normal de vivre dans le chaos. Le problème est que beaucoup de gens se lèvent chaque matin dans une tête sale, désordonnée et étrangère. Une tête chargée de ce qui s'est passé hier, de ce que quelqu'un a dit il y a des années, de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et ils essaient de fonctionner avec ça. Ils essaient de prendre des décisions, de performer, d'être heureux. Mais on ne peut rien construire de stable sur une base mentale instable. Si ta maison est en désordre, la première chose que tu fais est de nettoyer. Alors, pourquoi ne fais-tu pas la même chose avec ta tête? Le stoïcisme l'enseigne clairement. Tu as besoin de revoir tes pensées comme quelqu'un qui inspecte une armée avant d'aller au combat. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides devant le miroir. Il s'agit de t'arrêter, de regarder à l'intérieur et de déclarer fermement ce que tu vas permettre et ce que tu ne vas pas. Chaque matin est une occasion de reprendre le contrôle. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de déclarer l'ordre, déclarer la direction, déclarer le but. Il ne s'agit pas de te sentir bien, il s'agit de penser clairement. Sais-tu combien de fois tu te sabotes parce que tu ne nettoies pas ta tête à temps? Cette insécurité qui te domine, cette anxiété qui te paralyse, cette voix qui te crie que tu ne peux pas. Souvent, elles ne sont pas les tiennes. Ce sont des pensées héritées, des idées non remises en question, des déchets mentaux accumulés. Et si tu ne fais pas un nettoyage quotidien, tu t'enfonces dedans sans t'en rendre compte. Déclare ta tête en ordre, même s'il y a du bruit dehors, même si tu as échoué hier, même si tu te sens perdu. Parce que l'ordre mental ne dépend pas de comment tu te sens. Il dépend de ce que tu décides de faire avec ce que tu penses. Fais-le simple, mais fais-le réel. Prends 5 minutes. Écris ce qui te préoccupe, ce qui te pèse, ce qui ne te sert pas. Ensuite, brûle-le, casse-le ou simplement lâche-le. Après, écris ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu vas être aujourd'hui, quel type d'énergie tu vas apporter à ta journée. C'est ta déclaration, c'est ta position ferme face au chaos. Parce que le monde va essayer de te désorganiser. Il va venir avec des problèmes, des imprévus, des provocations. Mais si tu es déjà en ordre à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu ne réagis pas comme quelqu'un qui est à la dérive. Tu réponds comme quelqu'un qui a déjà décidé qui il est. Il ne s'agit pas de tout contrôler. Il s'agit de commencer la journée depuis une position de clarté, de te mettre au centre, d'ordonner tes pensées comme quelqu'un qui aiguise une arme, parce que c'est ce qu'elles sont. Tes pensées sont tes armes, et si elles sont désordonnées, tu es désarmé. La tête sans ordre est facile à manipuler, facile à distraire, facile à briser, mais une tête qui s'organise chaque jour devient une forteresse, et à partir de là, tu peux construire ce que tu veux. Alors, fais-en un rituel, pas religieux, pas mystique, un rituel de pouvoir, le moment où tu t'assois avec toi-même et mets chaque chose à sa place, parce que personne ne peut le faire pour toi. Personne ne peut entrer dans ta tête et nettoyer le désastre. Seul toi peux. Et chaque jour que tu le fais, tu deviens plus fort, plus clair, plus toi. Déclare ta tête en ordre chaque matin, parce que celui qui commence avec de l'ordre termine avec une direction. Et dans un monde qui crie le chaos, l'ordre interne est ton plus grand acte de rébellion.
3. Regarde-toi sans mensonge. Ton reflet n'est pas dans le miroir, il est dans tes décisions. Le miroir ne montre que ton visage. Ce que tu es vraiment se révèle dans ce que tu choisis de faire quand personne ne te regarde. Et même si tu peux tromper tout le monde avec des mots, des gestes ou des poses, il y a un endroit où tu ne peux pas te cacher, devant toi-même. L'esprit a un talent dangereux, justifier tout. Il te fait croire que tout va bien, que ce que tu as fait était la bonne chose, que ce que tu évites n'est pas si important. Mais ces justifications sont comme de la peinture sur de la moisissure. Elles couvrent, mais ne nettoient pas. Si tu veux te transformer, la première chose dont tu as besoin est de te voir sans filtre, te regarder sans excuse, sans fioriture, sans peur. La plupart des gens vivent sous une version déformée d'eux-mêmes. Ils croient qu'ils sont forts, mais réagissent avec faiblesse. Ils disent vouloir changer, mais continuent à fuir l'effort. Ils se répètent qu'ils vont bien, mais à l'intérieur, ils sont brisés. Et cette déconnexion entre ce qu'ils croient être et ce qu'ils sont vraiment est la racine de leur frustration. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas te reconstruire si tu ne vois pas où tu es brisé. Tu ne peux pas te relever avec assurance si tu n'acceptes pas que tu as été à genoux. Regarde-toi, en silence, avec dureté, non pas pour te punir, mais pour savoir avec quoi tu travailles. La vérité ne t'affaiblit pas, le mensonge si. Le mensonge est un poids invisible que tu portes chaque jour. Il te ralentit, il te confond, il te laisse coincé dans la même version de toujours. Il est douloureux d'admettre que tu as échoué, que tu as abandonné de nombreuses fois, que tu as cherché des raccourcis, que tu as parlé de discipline sans la pratiquer. Mais c'est aussi libérateur. Parce qu'une fois que tu vois tout cela clairement, tu peux recommencer, mais cette fois sans tromperie. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être honnête. Te regarder sans mensonge, c'est dire « c'est ce que je suis maintenant ». Mais ce n'est pas ce que je veux continuer à être. C'est avoir le courage d'accepter tes ombres et la volonté de faire quelque chose avec elles. La psychologie le confirme. Le changement commence par la conscience. Et la conscience naît de la confrontation avec soi-même, sans masque, sans détour. Fais une pause et demande-toi, est-ce que j'agis comme la personne que je dis vouloir être? Mes actions reflètent-elles mes valeurs ou simplement mes impulsions? Est-ce que j'affronte ce qui fait mal ou est-ce que j'évite simplement de le ressentir? Ces questions font mal, mais elles guérissent, elles éveillent. Et si tu as le courage d'y répondre avec vérité, alors tu es plus proche de construire une version authentique et solide de toi. Il ne s'agit pas de te flageller ni de te remplir de culpabilité. Il s'agit de faire un audit interne sans sentimentalisme, comme celui qui vérifie les fondations d'une maison avant de construire. Tu regardes tout, le bon, le mauvais, ce qui fait honte, ce que personne ne sait. Parce que là, à ce point précis, c'est là que commence ta véritable transformation. Tu ne peux pas lutter contre ce que tu ne vois pas, et tu ne peux pas conquérir ce que tu nies. Regarde-toi, sans drame, sans auto-tromperie, sans peur de t'effondrer. Parce que souvent, ce qui s'effondre laisse place à quelque chose de plus fort. La clarté fait mal, mais renforce. Le mensonge console, mais retarde. Et tu n'es pas ici pour continuer à te retarder. Tu es ici pour te relever vraiment. Alors regarde-toi comme celui qui nettoie un verre embué. Non pas pour te plaire, mais pour te voir avec précision. Parce que ce n'est que lorsque tu te vois avec vérité que tu peux commencer à changer avec force. 4. Marche avec peur, mais marche. La peur est comme un brouillard épais qui se pose sur un chemin inconnu. Elle ne t'empêche pas vraiment d'avancer, mais elle te fait douter de chaque pas. Elle te murmure que quelque chose de mauvais va arriver, qu'il vaut mieux rester immobile, que peut-être tu n'es pas prêt. Et beaucoup, en la ressentant, s'assoient. Ils s'arrêtent. Ils se convainquent qu'il est plus sûr d'attendre que le brouillard se dissipe. Mais cela n'arrive jamais, parce que la peur ne disparaît pas avec le temps. Elle ne recule que lorsque tu marches à travers elle. Nous vivons avec la fausse idée que le courageux est celui qui ne ressent pas la peur. Rien n'est plus éloigné de la vérité.
Le courageux est celui qui bouge malgré la peur, qui avance en tremblant si nécessaire, mais qui ne permet pas à la peur de prendre le volant. La peur va être là, bien sûr. Elle est conçue pour nous protéger. Mais quand nous laissons la peur contrôler nos décisions, elle cesse d'être une protection et devient une prison. Le stoïcisme ne nie pas la peur. Il l'affronte. Il l'observe avec froideur. Il ne se livre pas au drame, ni à l'exagération. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et combien il avait raison. Nous sommes plus paralysés parce que nous imaginons que par ce qui se passe réellement. Nous nous faisons des films mentaux où tout va mal, où nous échouons, où nous sommes ridicules. Et à la fin, nous ne faisons rien. Mais ce rien a aussi un prix. Chaque fois que tu choisis de ne pas avancer par peur, tu renforces l'idée que tu es faible. Et peu à peu, tu finis par croire que tu ne peux pas, jusqu'à ce que tu te transformes en une version minimale de ce que tu pourrais être. Marcher avec peur est un acte de rébellion interne. C'est dire « oui, j'ai des doutes. Oui, je n'ai pas tout sous contrôle. Oui, quelque chose peut mal tourner, mais je fais quand même le pas. » Non pas par arrogance, mais par engagement envers moi-même. Parce que rester au même endroit est beaucoup plus dangereux que d'avancer avec peur. La stagnation n'est pas sûre, elle est corrosive. Elle tue les rêves en silence. Elle éteint la volonté. Et le pire, elle te fait habituer à moins que ce que tu mérites. La neuroscience sait que la peur active des zones primitives du cerveau, conçues pour la survie. Mais lorsque tu identifies cette peur, que tu la nommes et que tu décides quand même d'agir, tu actives d'autres zones plus évoluées liées au courage, au raisonnement et à l'autorégulation. Il ne s'agit pas de lutter contre la peur, il s'agit de la traverser, la ressentir, la comprendre et malgré tout agir avec clarté. C'est de l'autodiscipline, c'est de la vraie force. La croissance personnelle n'a pas lieu dans des espaces confortables. Elle a lieu lorsque ton corps tremble, mais que tu gardes le regard ferme. Lorsque tout en toi veut reculer, mais qu'une partie, la plus consciente, t'oblige à avancer. Cette partie, c'est toi dans ta forme la plus pure. Pas celle qui doute, pas celle qui se plaint, pas celle qui se cache, mais celle qui décide qu'elle ne sera pas gouvernée par des sensations passagères. La peur n'est pas un signe que tu dois t'arrêter. C'est un signe que tu es au bord de l'inconnu, et tout ce qui vaut la peine est au-delà de ce bord. Alors, ne cherche pas à l'éliminer. Apprends à marcher avec elle à tes côtés, faisant partie du voyage. Et chaque fois que tu fais un pas, même petit, même incertain, rappelle-toi que tu construis quelque chose de plus grand. Une version de toi qui n'a pas besoin de se sentir en sécurité pour bouger, mais qui choisit d'avancer parce qu'elle sait qu'il y a de la liberté de l'autre côté. 5. Le pouvoir réside dans la pause. Une flèche ne gagne pas en force en avançant, mais en étant tendue vers l'arrière. C'est à ce moment précis où tout s'arrête, où il n'y a pas de mouvement, mais l'énergie s'accumule, que naît le véritable pouvoir. Et il en va de même pour toi. Tu ne deviens pas plus fort en courant sans arrêt, mais dans ces brefs espaces où tu choisis de t'arrêter, d'observer et de décider avec clarté. C'est là que réside le pouvoir. Aujourd'hui, il semble que tout exige une réponse immédiate, un message, une critique, une provocation, une émotion intense. Nous sommes pris au piège dans l'urgence de réagir, comme si le silence ou l'attente était un signe de faiblesse. Mais c'est le contraire. La pause est la force à l'état pur. C'est l'autocontrôle, c'est la maîtrise. C'est la différence entre agir par impulsion et agir avec intention. Le stoïcisme l'a clairement établi depuis des siècles. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réaction. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais ce que nous pensons d'elles. Et cette pensée est un choix. La pause est ce petit intervalle entre ce qui se passe et ce que tu fais. C'est l'espace dans lequel tu décides de répondre à partir de la raison ou du chaos. Le problème est que nous avons confondu rapidité et intelligence. On nous a fait croire que celui qui répond le premier est celui qui gagne, alors qu'en réalité, celui qui répond sans réfléchir perd souvent.
Il perd son calme, son contrôle, son respect. Parce qu'une réaction précipitée n'est généralement pas une réaction sage. En psychologie, nous savons que le cerveau émotionnel réagit avant le cerveau rationnel. Mais nous savons aussi que si tu fais une pause, même brève, tu peux activer la partie du cerveau responsable de prendre des décisions plus conscientes. Cette pause devient un filtre, et celui qui apprend à filtrer ses réactions apprend à protéger sa vie des conséquences inutiles. Ce n'est pas réprimer ce que tu ressens, c'est apprendre à l'utiliser intelligemment, ressentir est naturel. Mais agir sans réfléchir est de l'autodestruction déguisée en authenticité. Tu n'es pas obligé de répondre immédiatement. Tu n'es pas obligé de hausser la voix, de frapper la table, d'envoyer ce message, de faire ce pas impulsif. Tu es obligé envers toi-même de protéger ton équilibre. Et pour cela, la pause est ton allié la plus puissante. Imagine un instant à quel point ta journée serait différente si, avant chaque réaction, tu prenais une pause. Quelques secondes pour respirer, réfléchir et choisir. Un espace pour retrouver ton centre avant d'agir. Ce qui semble petit devient énorme lorsqu'il devient une pratique quotidienne. Parce que celui qui fait une pause se renforce. Et celui qui se renforce dirige sa vie au lieu de se laisser entraîner par elle. Fais de la pause une habitude. Tu n'as pas besoin d'un lieu spécial ni de techniques compliquées. Tu as juste besoin de te rappeler que tu n'es pas dans cette vie pour agir comme une machine. Tu es ici pour te construire consciemment. Et chaque pause bien utilisée est une brique solide dans cette construction. Là, dans le bref silence entre ce qui se passe et ce que tu fais, c'est là que commence ton véritable pouvoir. 6. Démonte aujourd'hui une chaîne invisible. La plupart des gens ne marchent pas librement. Ils traînent des chaînes invisibles. Elles ne font pas de bruit. On ne les voit pas. Mais elles sont là. Ce sont des habitudes qui se répètent en silence, des peurs qui dictent le chemin, des croyances que quelqu'un d'autre a mises dans l'esprit il y a des années. Et le plus dangereux de ces chaînes n'est pas leur force, mais le fait que tu t'habitues à vivre avec elles comme si elles faisaient partie de toi. Tu n'as pas besoin d'être dans une cellule pour être piégé. Il suffit de répéter jour après jour une action que tu sais qui te fait du mal. Il suffit de continuer à croire une histoire que tu aurais dû lâcher depuis longtemps. Il suffit de ne pas remettre en question une idée qui définit tes décisions sans que tu t'en rendes compte. Ce sont les chaînes les plus dures à briser. Celles qui ne sont pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur. Le stoïcisme ne parlait pas de liberté comme d'un droit politique, mais comme d'une responsabilité personnelle. Il disait que la véritable liberté est la capacité de ne pas être esclave de tes impulsions, de tes pensées, de ton histoire. Et que la seule façon de l'atteindre est de regarder en face ce qui te domine, pas pour le justifier, pas pour le cacher, mais pour le démonter. Nous avons tous une chaîne. Certains la ressentent sous forme de peur constante de l'échec, d'autres dans le besoin d'approbation. Certains répètent des schémas toxiques et d'autres se sabotent chaque fois qu'ils sont sur le point de réaliser quelque chose d'important. Il n'y a pas de honte à avoir des chaînes, mais il y en a à ne rien faire pour les briser quand tu les reconnais. La transformation personnelle profonde commence par un acte de courage. Identifier une de ces chaînes et commencer à la démonter. Tu n'as pas besoin de les briser toutes d'un coup, juste une, aujourd'hui. Un comportement que tu sais qui te retarde, une croyance que tu sais qui ne t'appartient pas, une pensée qui t'affaiblit chaque jour, et l'affronter non pas avec peur, mais avec décision, parce que personne ne viendra couper cette chaîne pour toi. C'est ton travail, ton moment, ta responsabilité. Depuis la psychologie, nous savons que beaucoup de nos schémas s'activent automatiquement parce qu'ils ont été répétés pendant des années. Le cerveau cherche l'efficacité, pas la liberté. C'est pourquoi il agit par inertie. Mais lorsque tu apportes de la conscience à ce schéma et que tu l'interromps, même une fois, tu commences à affaiblir son pouvoir. Changer n'est pas une explosion, c'est une interruption constante. C'est dire stop. C'est ne pas tomber une fois de plus. Et même si cela semble minime, c'est énorme.
parce que cette interruption est un message. Je ne suis plus la même personne. Je ne vais plus rester enchaîné. Peut-être que cette chaîne est une excuse que tu utilises toujours. Peut-être que c'est une personne que tu continues à craindre. Peut-être que c'est une voix dans ta tête qui te répète que tu n'es pas assez. Peu importe la forme qu'elle prend, l'important est que tu l'affrontes aujourd'hui. Je ne te parle pas de changer toute ta vie en un jour. Je te parle de faire un pas, un vrai, un ferme, un qui dit « plus jamais ». Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras probablement pas non plus demain. Et chaque jour qui passe, la chaîne rouille davantage, se fond en toi, devient une partie de ton identité. Mais ce n'est pas le cas. Ce ne l'a jamais été. Ce n'était qu'une structure mentale que tu as apprise et que tu peux désapprendre. Ce n'était qu'une décision qui est devenue une routine, mais que tu peux changer aujourd'hui. Ce n'était que de la peur déguisée en logique, mais que tu peux regarder dans les yeux et traverser aujourd'hui. Démonte une chaîne, une seule. Fais-le avec courage, fais-le avec clarté. Fais-le pour cette version de toi qui veut avancer sans poids, sans culpabilité, sans histoire qui l'arrête. Parce que chaque chaîne que tu brises te rapproche un peu plus de ta liberté. 7. Protège-toi sans demander la permission. Un château sans mur ne dure pas longtemps. Tu peux le remplir de richesses, le décorer avec les meilleurs symboles, le construire avec la pierre la plus solide, mais s'il n'a pas de défense, tôt ou tard il sera envahi. Il en va de même pour ta vie. Tu peux avoir de bonnes intentions, de bonnes valeurs et un grand cœur, mais si tu ne te protèges pas, l'usure sera inévitable. Te protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Il ne s'agit pas de construire des murs contre le monde, mais de reconnaître que tout ce qui entre dans ton espace ne mérite pas d'y être. On nous apprend souvent à être toujours disponible, à dire oui par politesse, à supporter par peur de déranger. On nous fait croire que prendre soin de nous est un acte d'arrogance et que poser des limites est un manque d'empathie. Mais si tu ne définis pas tes frontières, tu finiras par vivre en territoire étranger, répondant aux attentes des autres, portant des poids qui ne t'appartiennent pas et cédant de l'énergie à des personnes, des environnements ou des idées qui n'ajoutent rien à ta croissance. Le stoïcisme le savait bien. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, disent ou font, mais tu peux contrôler ce que tu permets de t'affecter, ce que tu laisses entrer et combien de temps tu consacres à ce qui n'apporte rien. C'est ton devoir de protéger ton énergie, ton focus, ta paix mentale. Tu n'as pas besoin de le justifier, tu n'as pas besoin de l'expliquer et encore moins de demander la permission de le faire. Il y a des gens qui n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, d'autres qui déguisent la manipulation avec de l'affection, des situations qui se répètent parce que tu ne mets pas un terme. Et chaque fois que tu cèdes pour ne pas déranger, tu perds un peu de toi. L'accumulation de ces petits renoncements finit par détruire ton identité. C'est pourquoi te protéger n'est pas seulement dire non. C'est aussi avoir clair ce que tu acceptes, ce que tu priorises, ce qui vaut ton temps. C'est établir tes principes comme ligne de base et ne pas les bouger selon les circonstances. De la psychologie, on sait que les personnes avec des limites saines développent une meilleure estime de soi, moins de stress et des relations plus équilibrées. Il ne s'agit pas de vivre sur la défensive, mais de comprendre que ton bien-être n'est pas négociable, que ta paix n'est pas une monnaie d'échange, que tu n'es pas obligé de tolérer des attitudes, des environnements ou des comportements juste parce que tu l'as toujours fait. Le changement commence quand tu décides que te protéger fait partie de te respecter. Et oui, parfois cela dérange les autres, parfois on te traitera de froid, de dur, de distant. Parfois on essaiera de te faire te sentir coupable de te choisir, mais ce n'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal, mais que tu brises le schéma de plaire au détriment de ta santé émotionnelle. Te protéger, c'est aussi garder le silence quand tu n'as pas besoin de donner des explications. C'est t'éloigner sans faire de scandale, c'est dire non sans te sentir mal pour cela. C'est apprendre que la force se montre aussi dans le calme avec lequel tu défends ton espace. Protège-toi sans demander la permission,
Parce que personne ne sait ce que tu portes en toi, personne ne comprend tes processus comme toi, personne ne va prendre soin de tes limites si tu les franchis toi-même. Tu décides qui entre, tu décides quand parler, tu décides avec qui tu partages ton énergie. Et si cela dérange, que cela dérange. Parce que le prix à payer pour plaire à tout le monde est souvent trop élevé. Te perdre toi-même. Alors construis ta muraille. Ferme, mais pas rigide. Clair, mais pas fermé. Et rappelle-toi chaque jour que protéger ta paix n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de dignité. Parce que celui qui ne prend pas soin de lui se brise. Et tu n'es pas ici pour te briser encore une fois. Tu es ici pour résister, grandir et avancer depuis une position de profond respect pour toi. 8. Aime sans envahir. L'amour est comme le feu. Si tu le rapproches trop, il brûle. Si tu l'éloignes trop, il s'éteint. La véritable sagesse est de le maintenir à la bonne distance, avec assez de chaleur pour nourrir sans consommer. Beaucoup pensent que aimer, c'est fusionner avec l'autre, se perdre, tout donner sans mesure. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance déguisée en don. Aimer vraiment ne signifie pas disparaître en quelqu'un, mais maintenir ta forme tout en choisissant de la partager. Le problème est que parfois nous utilisons l'amour comme excuse pour contrôler, pour exiger, pour marquer le territoire. Nous nous convainquons que prendre soin, c'est surveiller, que vouloir, c'est corriger, qu'être présent, c'est être au-dessus. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à envahir. Nous envahissons des espaces, des décisions, des pensées. Nous transformons l'amour en une douce cage, ornée de bonnes intentions, mais une cage tout de même. L'amour qui envahit épuise, use et finit par étouffer ce qu'il cherchait à protéger. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne possédons personne, que les personnes, aussi proches soient-elles, ne sont pas nos extensions. Elles ne sont pas venues pour répondre à nos attentes, ni pour combler nos vides. Chacun a son propre chemin, son propre rythme, ses propres batailles. Aimer en conscience, c'est comprendre cela et le respecter. C'est accompagner sans imposer, écouter sans diriger, être présent sans annuler. Aimer sans envahir, c'est avoir la maturité de comprendre que l'autre personne ne t'appartient pas. C'est offrir du soutien sans le transformer en obligation. C'est comprendre que l'autre a aussi besoin de son espace, de ses silences, de sa façon de traiter la vie. En psychologie, nous le savons bien. L'attachement insécurisé cherche à fusionner par peur de l'abandon. Mais l'attachement sain construit à partir du respect, de la liberté. Et cela n'est possible que lorsque tu t'aimes d'abord. Lorsque tu sais qui tu es, ce que tu mérites et jusqu'où tu es prêt à donner sans te perdre dans la tentative. Tu n'es pas ici pour combler les vides émotionnels des autres, ni pour permettre à quelqu'un d'autre de combler les tiens. Tu es ici pour construire des relations où l'amour ne se mesure pas à l'intensité de la présence, mais à la profondeur du respect, où le silence n'est pas interprété comme un désintérêt, et où la distance n'est pas une menace, mais un espace pour respirer et grandir. Aimer sans envahir, c'est aussi lâcher prise quand c'est nécessaire. C'est ne pas forcer à rester, ne pas faire du chantage avec les émotions, ne pas exiger plus que ce que quelqu'un peut ou veut donner. C'est comprendre que parfois la forme d'amour la plus profonde est de ne pas interférer. C'est laisser être, laisser aller, laisser la vie faire son travail sans vouloir tout contrôler. Cela ne te rend pas faible, cela te rend fort. Parce qu'il faut du caractère pour aimer librement, pour respecter les processus de l'autre sans avoir besoin d'être présent tout le temps. Il faut de la conscience pour ne pas confondre l'amour avec la dépendance, la proximité avec le contrôle, le soin avec la surveillance. Et il faut de la maturité pour aimer sans attendre que l'autre te sauve, te complète ou te répare. Aime à partir de ton centre, pas de ton vide. Aime sans absorber, sans manipuler, sans conditionner, parce que l'amour qui construit n'est pas celui qui domine, c'est celui qui respecte, celui qui accompagne sans écraser, qui stimule sans pousser, qui observe sans juger.
Aimer sans envahir est un acte d'amour-propre, d'équilibre interne, de compréhension profonde de ce que signifie être avec quelqu'un sans cesser d'être avec toi. Fais-le ainsi. Aime sans envahir. Parce que lorsque l'amour respecte les limites, il cesse d'être un fardeau et devient une force. Et lorsque les deux peuvent respirer au sein du même lien, c'est là que l'amour devient réel. Nous avons tous ressenti cette étincelle, cette chaleur dans la poitrine qui monte comme un feu quand quelque chose nous dérange, quand les choses ne se passent pas comme nous le voulons ou quand quelqu'un franchit la ligne. Parfois, c'est de la colère. Parfois, c'est de l'anxiété. Et bien souvent, c'est un mélange des deux. Une bombe émotionnelle qui, si nous n'apprenons pas à la gérer, finit par exploser au pire moment. Peu importe combien de fois tu t'es promis de rester calme. Peu importe combien de respirations profondes tu essaies de prendre. Si tu ne comprends pas ce qui se passe en toi, tu continueras d'être une marionnette de tes émotions. Et c'est là le problème. La plupart des gens ne maîtrisent rien. Ils passent leur vie à réagir, à crier, à fuir, à avaler le poison ou à le déverser sur les autres. Mais la colère ne disparaît pas en l'ignorant. Et l'anxiété ne se guérit pas en répétant de jolies phrases. Si tu veux la liberté mentale, si tu veux cesser d'être esclave de tes impulsions, tu vas devoir commencer à entraîner ton esprit comme si ta vie en dépendait. Parce qu'elle en dépend. Ce n'est pas une autre vidéo pour te dire que tout va bien se passer ou que tu dois juste respirer. C'est un rappel brutal que personne ne viendra te sauver de ton propre esprit. Tu dois le faire. Et c'est là que les principes du stoïcisme entrent en jeu. Anciens, oui, mais plus nécessaires que jamais. Ce ne sont pas des idées philosophiques à encadrer, ce sont des armes à utiliser sur le champ de bataille intérieur. Et combinés à ce que nous savons aujourd'hui de la psychologie et des neurosciences, ils deviennent des outils pratiques pour reprendre le contrôle et vivre avec un calme qui ne s'effondre pas, même quand tout le reste le fait. Si tu en as marre de réagir, si tu en as assez d'exploser, de te taire, de te sentir piégé dans ta propre tête, cette vidéo est pour toi. Nous allons briser le cycle. Nous allons t'apprendre à contrôler le feu avant qu'il ne te consume. Parce que maîtriser la colère et l'anxiété n'est pas un luxe, c'est une nécessité. 1. Arrêter l'incendie avant qu'il ne brûle. L'esprit est comme une pièce pleine de câbles électriques. Chaque pensée, chaque émotion est un fil chargé d'énergie. La colère et l'anxiété ne surgissent pas de nulle part. Elles naissent lorsque deux câbles se croisent, lorsque la tension s'accumule et que quelqu'un ou quelque chose allume l'interrupteur. Et alors, des étincelles, du bruit, du chaos. Mais le plus tragique n'est pas l'explosion. Le plus tragique est que nous aurions presque toujours pu l'éviter. Seulement, nous n'avons pas appris à regarder le système avant qu'il ne tombe en panne. La plupart des gens pensent que la colère apparaît simplement, comme si elle était une visite indésirable qui s'infiltre sans prévenir. Mais ce n'est pas le cas. La colère se construit en silence. C'est une accumulation de jugements, de pensées non résolues, de petites frustrations qui s'empilent jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. L'anxiété, quant à elle, est la voix d'un esprit qui court sans direction, essayant d'éviter un danger qui n'existe pas toujours. Les deux partagent la même racine, une déconnexion avec le présent et une perte de contrôle interne. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais nos opinions sur elles. C'est crucial. L'étincelle qui déclenche l'incendie émotionnel n'est pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce que nous interprétons. C'est l'histoire que nous nous racontons. Est-ce que cette personne t'a mis en colère ou était-ce ton attente non satisfaite? Est-ce que ce problème t'a rendu anxieux ou était-ce ton besoin de tout contrôler? La première étape pour arrêter l'incendie est de voir l'étincelle avant qu'elle n'allume le feu. Et cela nécessite de la conscience, de la vigilance. Un esprit entraîné à s'observer. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir fort. La personne forte n'est pas celle qui ne ressent rien, c'est celle qui ressent et décide quand même. Parce que oui, on peut ressentir la chaleur de la colère sans agir avec violence. On peut ressentir la pression de l'anxiété sans céder à la panique.
Mais cela ne se produit pas par accident, cela se construit. De la neuroscience, nous savons que l'amygdale, cette partie du cerveau qui réagit aux menaces, est celle qui déclenche la réponse émotionnelle. Mais le cortex préfrontal, la partie rationnelle, peut intervenir. Il peut freiner l'impulsion. Il peut arrêter l'incendie. Comment? Avec de l'entraînement, avec de la répétition, avec des habitudes mentales quotidiennes. N'attendez pas que votre maison soit en flammes pour chercher l'extincteur. Pratiquez chaque jour comment vous voulez répondre. Observez vos pensées. Questionnez-les. Et surtout, apprenez à faire une pause. L'espace entre le stimulus et la réponse est là où réside votre liberté. Si quelqu'un vous crie dessus, vous pouvez crier en retour ou vous pouvez rester silencieux. Si quelque chose tourne mal, vous pouvez maudire ou vous pouvez respirer. Cette pause n'est pas de la lâcheté, c'est du pouvoir. Celui qui se maîtrise a plus de force que celui qui conquiert des villes. Parce que se maîtriser signifie que personne d'autre ne vous contrôle, ni vos impulsions, ni vos peurs, ni vos blessures. Vous n'avez pas besoin d'éliminer la colère, ni l'anxiété. Ce sont des signaux, ce sont des alarmes. Mais vous n'êtes pas obligé de leur obéir. Écoutez-les, remerciez-les. Et puis, agissez à partir de la raison, pas du chaos. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, vous construisez un esprit plus ferme. Chaque fois que vous choisissez de penser avant d'exploser, vous éteignez l'incendie avant qu'il ne détruise ce que vous aimez. Pratiquez cela chaque jour. N'attendez pas d'être au milieu d'une crise. L'entraînement émotionnel est comme l'entraînement physique. Si vous le faites quand vous êtes déjà à la limite, vous arrivez en retard. Observez votre esprit, anticipez, respirez, décidez. Parce que le feu n'est pas l'ennemi. L'ennemi est de ne pas savoir que vous pouvez le contrôler. 2. La réalité ne te crie pas dessus, c'est toi qui décides comment l'écouter. Imagine que tu es devant une vieille radio, de celle avec des boutons et une antenne. Le signal est faible, plein de statique. Tu peux tourner le cadran, affiner la fréquence, essayer de capter la mélodie. Mais si tu es en train de syntoniser le chaos, tu n'entendras que du bruit, même si la chanson de l'autre côté est calme. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. La réalité émet à une fréquence neutre, mais c'est toi qui décides si tu l'écoutes comme un murmure apaisant ou comme un cri assourdissant. Beaucoup de gens passent leur vie convaincus que le monde les attaque, que tout ce qui se passe est personnel, que le trafic les déteste, que les gens les provoquent, que le destin est contre eux. Mais ce n'est pas le cas. La réalité ne te parle pas, elle est simplement. Celui qui crie, c'est toi. Celui qui interprète avec colère, peur ou anxiété, c'est toi. Et ça, même si ça ne semble pas, c'est une bonne nouvelle. Parce que si c'est toi qui décides comment écouter, alors tu peux aussi apprendre à écouter différemment. Les stoïciens enseignaient cela avec une brutalité claire. Marc Aurèle le disait sans fioriture, si quelque chose d'extérieur te dérange, la douleur n'est pas due à la chose en elle-même, mais à ton jugement sur elle. Et tu peux effacer ce jugement maintenant. Ce n'est pas de la poésie, c'est un outil. La clé est de comprendre que ce ne sont pas les faits qui nous brisent de l'intérieur, mais ce que nous pensons d'eux. Du point de vue de la psychologie cognitive, cette idée est renforcée. Les pensées automatiques déforment la perception. Tu crois que quelqu'un te manque de respect, alors qu'en réalité, il est juste distrait. Tu supposes que tout va mal se passer, alors qu'il n'y a aucune preuve pour le soutenir. Ton esprit devient un émetteur qui transmet la peur, la colère ou le désespoir, même si les faits sont neutres. L'astuce est d'apprendre à changer de chaîne, à remettre en question ce que tu interprètes. On t'a dit quelque chose qui t'a blessé? Demande-toi, l'ont-ils fait avec de mauvaises intentions ou est-ce moi qui l'ai pris ainsi? Cette personne m'a-t-elle offensé ou est-ce que j'attendais une autre réaction? Ce qui s'est passé est-il tragique ou est-ce simplement inconfortable? Ce type de question interrompt le cycle automatique de la souffrance. Il ne s'agit pas de nier ce qui se passe.
Il s'agit de ne pas laisser ce qui se passe décider pour toi comment te sentir. Les neurosciences nous confirment que le cerveau interprète constamment les stimuli de l'environnement et que cette interprétation détermine la réponse émotionnelle. Mais le cerveau n'est pas sculpté dans la pierre. Il se façonne avec l'entraînement. Si chaque fois que quelque chose ne te plaît pas, tu choisis d'exploser, ton esprit se programme pour réagir ainsi. Mais si tu commences à faire une pause, à analyser, à répondre calmement, cela devient ta nouvelle configuration par défaut. Cela ne signifie pas devenir une statue insensible. Cela signifie devenir quelqu'un de puissant. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler ce qui se passe à l'extérieur. C'est de ne pas laisser ce qui se passe à l'extérieur détruire ce que tu as à l'intérieur. La réalité ne va pas s'arrêter pour toi. Mais tu peux apprendre à la traverser avec force, sans qu'elle te brise. Entraîne ce filtre, entraîne cette oreille interne qui décide si ce que tu entends est une attaque ou une opportunité. Parce que le monde ne va pas changer de ton. C'est ta façon de l'écouter qui doit changer. Et quand tu y arriveras, tu verras que beaucoup de choses qui te faisaient bouillir de colère n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Non pas parce qu'elles ont disparu, mais parce que tu ne leur donnes plus la permission d'entrer. 3. Ferme la bouche pour ouvrir ton pouvoir. Imagine que tu tiens une épée tranchante avec des mains tremblantes. Chaque fois que quelqu'un te provoque, tu la lèves sans réfléchir. Tu attaques avec des mots, tu coupes avec des cris. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'à chaque fois que tu utilises cette épée sans contrôle, tu te blesses toi-même. Parce que quand tu parles depuis la colère, tu ne décharges pas de pouvoir. Tu le perds. Tu donnes ton énergie, ton équilibre, ta dignité. Fermer la bouche dans les moments de tension n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est la maîtrise de soi. C'est le vrai pouvoir. L'impulsion de répondre instantanément est l'un des plus grands saboteurs de l'autocontrôle. On nous a fait croire que se taire, c'est céder, que parler plus fort, c'est gagner. Mais ceux qui crient le plus sont généralement ceux qui ont le moins de contrôle. Le stoïcisme enseigne quelque chose de radicalement différent, que le silence peut être une arme beaucoup plus efficace que n'importe quel mot lancé avec colère. Sénèque disait qu'il n'y a rien de plus semblable à un fou qu'une personne dominée par la colère. Et il avait raison. L'esprit perturbé perd en clarté, la langue devient maladroite, les émotions détournent la logique. Et dans cet état, ce que tu dis ne te représente pas, il te trahit. Puis viennent les excuses, les justifications, les conséquences. Tout cela parce que tu n'as pas su garder le silence quelques secondes de plus. De la neuroscience, nous savons que l'amygdale, lorsqu'elle est activée en moment de colère, interfère avec le fonctionnement du lobe frontal, la partie du cerveau qui régule la logique et la prise de décision. Quand tu parles dans cet état, tu ne choisis pas tes mots, tu réagis, et cela te rend esclave du moment. Au lieu d'être un guerrier à l'esprit affûté, tu te comportes comme un otage émotionnel. Mais c'est là que la pratique entre en jeu. Apprendre à freiner, à fermer la bouche, à contenir la réponse automatique et à la transformer en un choix conscient. Cet espace, minime, inconfortable, puissant, entre ressentir quelque chose de fort et décider comment répondre, c'est là que se construit le caractère. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit de ne pas laisser ce que tu ressens contrôler ton langage. Parce que les mots sont des graines, certaines guérissent, d'autres empoisonnent. Et ceux que tu lances avec fureur te reviennent presque toujours avec plus de force. Fermer la bouche n'est pas se taire pour toujours, c'est se taire jusqu'à ce que tu retrouves le contrôle. C'est garder le silence pour protéger ta paix. C'est choisir quand parler et, plus important encore, depuis quel état mental le faire. Ce principe ne se limite pas aux discussions avec les autres, il s'applique aussi au dialogue avec toi-même. Souvent, tu nourris ton anxiété avec les choses que tu te dis. Tu t'insultes, tu te punis, tu te répètes des histoires d'échecs. Apprends à te taire aussi là. Apprends à observer sans réagir, même à tes propres pensées. Parce que l'autocontrôle commence dans ce silence intérieur, où tu choisis de ne plus nourrir le chaos.
Dans une culture où tout le monde donne son avis, réagit, écrit, celui qui garde le silence par choix devient une anomalie puissante. Non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il a la sagesse d'attendre le bon moment. Et quand il parle, ses mots pèsent plus lourd. Parce qu'ils viennent du contrôle, pas du débordement. Ferme la bouche pour ouvrir ton pouvoir. Pratique-le quand on te provoque. Pratique-le quand tu ressens de la colère. Pratique-le même quand tu crois avoir raison. Parce que souvent, le plus grand acte de force n'est pas de gagner la discussion, mais de refuser d'y entrer. 4. Rompre le contrat avec tes attentes. Imagine que tu marches dans la vie avec un contrat invisible dans ta poche. Sur ce papier, que tu as toi-même écrit sans t'en rendre compte, il est détaillé comment les autres devraient agir, comment les choses devraient se passer, comment le monde devrait te traiter. Tout ce que tu attends, tout ce que tu supposes, tout ce que tu prends pour acquis. Le problème est que personne n'a signé ce contrat avec toi. Personne ne l'a lu. Et quand la réalité ne remplit pas sa part, parce qu'elle ne la connaissait jamais, tu exploses, tu te frustres, tu te remplis de colère ou tu sombres dans l'anxiété. Tout cela à cause d'un accord qui n'existe que dans ta tête. Ce contrat est à l'origine de nombreuses émotions destructrices. Tu attends du respect et tu reçois de l'indifférence. Tu attends de la compréhension et on te répond avec froideur. Tu attends que les choses se passent comme tu l'as prévu et la vie te lance tout à l'envers. Et alors tu réagis comme si quelqu'un te trahissait. Mais on ne te trahit pas. Tu te heurtes à une vérité inconfortable. Le monde n'est pas obligé de répondre à tes attentes. Marc Aurèle a écrit « Aujourd'hui, je vais croiser des personnes intrusives, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, envieuses et égoïstes. » Il ne le disait pas avec résignation. Il le disait avec préparation. Il n'attendait rien d'autre. Il n'a signé aucun contrat avec l'univers exigeant que les gens soient gentils, justes ou raisonnables. Il comprenait que plus tu t'accroches à la façon dont les choses devraient être, plus tu es vulnérable à la douleur quand elles ne le sont pas. La psychologie le confirme, la souffrance émotionnelle naît souvent non pas de ce qui se passe, mais de ce que tu espérais qu'il se passerait. Ce fossé entre ce que tu imaginais et ce qui s'est passé se remplit de colère, de tristesse ou d'anxiété. Rompre ce contrat signifie lâcher l'illusion que le monde doit bouger au rythme de tes désirs. Ce n'est pas se rendre, c'est se libérer. Cela ne signifie pas arrêter d'avoir des standards ou des objectifs. Cela signifie comprendre que le contrôle que tu as se termine en toi. Tu peux contrôler ton effort, ton attitude, ta réponse. Tu ne peux pas contrôler comment les autres réagissent, ni comment les résultats se produisent. Si tu confonds attente avec garantie, tu vas vivre frustré. Quand quelqu'un n'agit pas comme tu l'espérais, ce n'est pas une trahison. C'est un rappel que chaque personne vit selon ses propres règles, pas selon les tiennes. Quand les choses ne se passent pas comme tu le voulais, ce n'est pas l'univers contre toi. C'est simplement le cours naturel d'une vie où presque rien n'est sous contrôle. La seule chose que tu peux vraiment contrôler est comment tu interprètes et affrontes ce qui se passe. De la neuroscience, nous savons que le cerveau déteste l'incertitude. Il cherche des motifs, il cherche la sécurité. Mais nous pouvons aussi le former. Nous pouvons lui apprendre à tolérer l'inattendu, à ne pas s'effondrer chaque fois que quelque chose s'écarte du plan. Et cet entraînement commence par rompre ce contrat mental que nous avons signé sans réfléchir. La prochaine fois que tu ressens cette piqûre de frustration, pose-toi cette question. Est-ce que je réagis à ce qui s'est passé ou à ce que j'espérais qu'il se passerait ? Cette simple réflexion peut désactiver une tempête émotionnelle avant qu'elle ne commence. Elle te ramène au présent. Elle te ramène au contrôle. Rompe le contrat. Brûle-le si nécessaire. Arrête de vivre en attendant que tout corresponde à ta carte mentale. Parce que quand tu lâches le besoin que les choses soient comme tu le veux, tu t'ouvres à les affronter telles qu'elles sont. Et cela, même si cela ne semble pas, te donne un avantage. Alors que les autres se noient dans la colère pour ce qui n'aurait pas dû arriver, tu avances avec un calme qui ne dépend de personne d'autre. 5. Utilise chaque provocation comme un entraînement. Chaque situation inconfortable est comme un poids mental.
Plus il est lourd, plus tu as l'opportunité de renforcer ton caractère. Mais la plupart des gens voient la provocation comme une menace, pas comme un outil. Ils se sentent attaqués, offensés, envahis. Et au lieu de grandir, ils réagissent. Au lieu de s'entraîner, ils se brisent. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque fois que la vie te pousse, elle te donne aussi l'opportunité de te pousser toi-même au-delà de ta limite émotionnelle. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Ils ne cherchaient pas une vie sans problème. Ils cherchaient un esprit capable de les supporter. Ils ne demandaient pas aux gens d'être gentils. Ils se préparaient à répondre avec vertu quand ils ne l'étaient pas. Parce qu'ils savaient que le feu qui te renforce le plus est celui que tu ne contrôles pas. Et chaque provocation est du feu pur. Il peut te brûler ou te forger. Quand quelqu'un te défie, quand la vie te frustre, quand tu sens que tu es sur le point d'exploser, c'est là que se construit la véritable force intérieure. Pas dans le calme parfait, pas dans le silence absolu. Elle se construit dans le bruit, dans le chaos, dans la tension. C'est là que tu peux mesurer si tu grandis ou si tu fais simplement semblant. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux contrôler ta réaction. Chaque insulte, chaque offense, chaque regard qui veut te provoquer est une invitation à l'entraînement. Tu peux soulever ce poids avec discipline ou tu peux le laisser t'écraser. C'est toi qui choisis. La psychologie soutient également cette idée. Le cerveau peut être entraîné à réagir avec moins d'intensité émotionnelle face à des stimuli négatifs s'il y est exposé de manière consciente et contrôlée. C'est ce que font les athlètes d'élite, les soldats, les grands leaders. Ils s'entraînent sous pression pour que lorsqu'arrive le moment réel, ils ne fléchissent pas. Et toi, t'entraînes-tu ou réagis-tu simplement? La prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne vois pas un ennemi, vois un poids, une opportunité de travailler ton autocontrôle, ta patience, ton sang-froid. Ne réponds pas par impulsion. Respire, observe, décide. Fais de ce moment un test, non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour te le prouver à toi-même. Tu vas sentir la chaleur dans la poitrine, la pression dans la gorge, les mots prêts à jaillir. Mais ne le fais pas, ne les lâche pas. Retiens ce feu, sens son poids, regarde-le en face. Et quand ça passera, quand tu réussiras à ne pas agir impulsivement, tu auras gagné. Pas une dispute, quelque chose de beaucoup plus précieux, une version plus forte de toi-même. De la neuroscience, nous savons que le système nerveux peut être régulé avec de la pratique. Plus tu affrontes des situations difficiles avec conscience, plus ton esprit développe la capacité de ne pas être kidnappé par l'émotion. Littéralement, tu deviens plus résistant, plus stable, plus libre, parce que c'est ce qui est en jeu, ta liberté. Chaque provocation que tu contrôles te donne du pouvoir. Chaque provocation qui te contrôle te l'enlève. Vas-tu laisser quelqu'un d'autre avoir ce pouvoir sur toi? Ces mots vont-ils définir ton état mental? Ou vas-tu t'entraîner comme un guerrier émotionnel qui n'a pas besoin d'un champ de bataille pour montrer sa force? Tous les combats ne se gagnent pas en frappant. Certains se gagnent en résistant, en tenant bon, en souriant pendant que les autres perdent le contrôle. C'est la pratique, c'est l'entraînement. Et chaque jour te donne une nouvelle opportunité de faire mieux. Ne gaspille pas les provocations, utilise-les. Parce que dans ce champ de tension, c'est là que se forge l'esprit inébranlable. 6. Apprends à rire du théâtre de l'ego. L'ego est comme un metteur en scène désespéré d'attirer l'attention. Il est toujours en train de monter des scènes, d'exagérer des situations, d'inventer des drames là où il n'y en a pas. Il ne supporte pas le silence, il ne supporte pas d'être ignoré, et il entre en crise quand quelqu'un ne suit pas son scénario. Son carburant est la reconnaissance, sa faiblesse est l'indifférence. Et si tu n'apprends pas à rire de ses exagérations, tu finis par être pris dans son jeu, à jouer sans t'en rendre compte. Une grande partie de la colère et de l'anxiété que nous ressentons ne vient pas du monde extérieur, mais du besoin constant de protéger l'image que nous avons de nous-mêmes.
Cette voix intérieure qui dit « Comment ose-t-il me parler ainsi? Pourquoi ne reconnaissent-ils pas ce que j'ai fait? Qui se croit-il pour me corriger ?» Ce n'est pas ta conscience, c'est ton ego qui parle. Et si tu ne le remets pas à sa place, il prendra le contrôle. Le problème n'est pas d'avoir un ego. Nous en avons tous un. Le problème est de confondre l'ego avec notre véritable identité. Parce que quand cela arrive, toute critique devient une menace, toute erreur devient une humiliation, et tout désaccord se transforme en conflit personnel. Vivre ainsi est une torture. Tout t'affecte, tout te blesse, tout devient une guerre. Le stoïcisme propose une solution radicale. Arrête de te prendre trop au sérieux. Apprends à regarder de l'extérieur ce théâtre que tu montes chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais. Apprends à t'observer quand tu exagères, quand tu dramatises, quand tu te fais la victime ou le héros d'une histoire que personne d'autre ne voit. Et au lieu de réagir, ris. Pas par moquerie, mais par lucidité. Parce que quand tu peux reconnaître tes propres absurdités, tu gagnes une liberté que très peu de gens connaissent. La psychologie moderne renforce cette idée. Beaucoup de réactions émotionnelles intenses viennent du besoin de maintenir intacte une image idéalisée de soi-même. Mais quand tu lâches cette image, quand tu arrêtes de vivre pour maintenir une façade, la pression disparaît. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours raison. Tu n'as pas besoin de gagner chaque débat. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent et d'agir avec intégrité, même si personne ne te regarde. Du point de vue des neurosciences, nous savons que l'ego est connecté à des zones du cerveau associées à l'identité et à la récompense. Le cerveau réagit intensément quand il sent que son moi est mis au défi. Mais nous savons aussi que la régulation émotionnelle peut être entraînée. La capacité de reconnaître une émotion sans agir à partir d'elle est une compétence qui se renforce avec la pratique. Et l'une des façons les plus puissantes de commencer cet entraînement est avec l'humour. La capacité de rire de soi-même réduit la tension et désactive l'urgence de réagir. On t'a corrigé en public, on t'a interrompu, on t'a sous-estimé. Tu peux te gonfler d'orgueil, cracher du venin, faire une scène. Ou tu peux sourire intérieurement, voir la tentative de l'ego de sauter sur scène et refuser de jouer son jeu. Ce choix, aussi petit soit-il, est un acte de force. Celui qui sait rire de son ego n'est pas faible, il est libre, parce qu'il ne vit plus en réagissant pour protéger un masque. Il vit avec clarté, avec détachement, avec conscience. Et cette conscience le protège contre les provocations, les critiques et les pièges émotionnels qui détruisent ceux qui jouent encore sur scène sans le savoir. Apprends à descendre de la scène. Apprends à voir le scénario que ton ego essaie d'imposer et décide de ne pas le jouer. Dans cette distance, dans ce rire tranquille, se trouve ton pouvoir, parce que pendant que les autres continuent à jouer, tu es déjà éveillé. 7. Ne gaspille pas ton énergie dans des guerres qui ne valent pas ton âme. Se battre pour tout est comme entrer dans une jungle avec une lampe de poche dont la batterie est limitée. Chaque dispute, chaque affrontement, chaque conflit inutile consomme une partie de cette énergie que tu pourrais utiliser pour avancer, construire, grandir. Mais tu ne le vois pas, parce que tu es distrait en te battant avec des ombres, avec des commentaires qui n'ont pas d'importance, avec des personnes qui ne comprennent pas, avec des situations qui ne changeront pas, peu importe combien tu cries. Et quand tu as vraiment besoin de force pour quelque chose qui en vaut la peine, tu es déjà épuisé. La vie va te présenter des batailles. C'est inévitable, mais si tu entres dans toutes, tu te détruis. Non pas par faiblesse, mais par usure, par manque de stratégie. Le guerrier sage ne se bat pas toutes les guerres. Il choisit ses batailles avec intelligence. Il évalue le terrain, il mesure le coût, il pense à l'impact. Parce qu'il ne s'agit pas de prouver que tu peux te battre, il s'agit de décider si cela vaut la peine de le faire. Beaucoup confondent fierté avec courage. Ils pensent que céder est perdre, que ne pas répondre est faiblesse, que ne pas s'impliquer est se rendre. Mais ils ont tort. Parfois, l'acte le plus courageux est de te retirer avant de te contaminer.
Parfois, gagner signifie ne pas te laisser entraîner dans la boue émotionnelle des autres. Tu n'es pas obligé de t'engager dans chaque conflit qu'on te propose. Ta paix mentale ne peut pas dépendre de gagner une discussion avec quelqu'un qui n'est même pas disposé à comprendre. Les stoïciens avaient cela clair. Ils ne voyaient pas de valeur à perdre le contrôle pour des choses qui n'ont pas d'importance à long terme. Ils n'étaient pas intéressés à bien paraître devant tout le monde. Ils se souciaient de la vertu, de la tranquillité intérieure, de la maîtrise de soi. Ils savaient que le temps et l'énergie sont des ressources sacrées, et les utiliser pour se battre dans des batailles absurdes et se trahir soi-même. La psychologie le confirme. Le stress chronique, l'anxiété constante et l'épuisement émotionnel ne viennent pas toujours de grandes tragédies. Souvent, ils viennent de petites disputes accumulées, de frictions quotidiennes, de permettre que chaque provocation te traîne. Chaque fois que tu t'impliques dans une guerre sans but, tu t'éloignes de toi. Tu te déconnectes de ce qui compte vraiment. Du point de vue des neurosciences, nous savons que chaque fois que tu entres en conflit, le système nerveux s'active. Le corps se prépare à se battre ou à fuir. Ton esprit entre en mode défensif, et si tu vis ainsi tout le temps, ton système s'use, ton attention se fragmente, ta clarté s'obscurcit. Vivre en mode guerre permanente n'est pas du courage. C'est un suicide émotionnel lent. Avant de répondre, demande-toi, cela en vaut-il la peine? Cette discussion va-t-elle changer quelque chose? Je défends un principe ou juste mon ego? Je cherche la justice ou la vengeance? Que perds-je si je continue simplement sans me battre? Si tu ne peux pas répondre clairement, peut-être que la bataille n'est pas aussi importante que tu le penses. Il y a des guerres qui valent ton âme. Protéger ceux que tu aimes, défendre ton intégrité, lutter pour ce qui te construit. Mais le reste sont des pièges déguisés en urgence. Ce sont des distractions émotionnelles qui te détournent de ton chemin. Ne tombe pas là-dedans. Le silence, la distance, l'indifférence intelligente ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des actes de pouvoir. Choisir de ne pas se battre, c'est choisir de conserver ton énergie pour ce qui mérite vraiment ton feu. Parce que si tu dépenses tout dans des batailles vides, quand viendra la vraie guerre, celle intérieure, profonde, celle qui définit ta direction, tu n'auras rien pour te battre. Protège ton âme. Ne l'expose pas par fierté, par impulsion ou par peur. Apprends à te retirer avec dignité. Apprends à dire « cela ne me construit pas, ne me définit pas, ne m'intéresse pas ». Parce que tout ne vaut pas la peine. Tout ne mérite pas ta réponse. Et quand tu comprends cela, tu commences à vivre avec plus de force, plus de concentration et surtout avec beaucoup plus de paix. 8. Remplace la vitesse par la sagesse. Un train qui va à toute vitesse peut sembler irrésistible jusqu'à ce qu'il déraille. Parce que peu importe la rapidité avec laquelle tu avances, si tu vas dans la mauvaise direction ou si tu n'as pas le contrôle du voyage. Nous vivons à une époque qui glorifie la hâte. Répondre vite, décider vite, agir vite. Mais la vitesse sans conscience n'est pas un progrès. C'est du bruit, c'est du chaos, c'est de l'anxiété déguisée en efficacité. Le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir ralentir, de t'arrêter, de réfléchir. Parce que parfois, bouger moins, c'est avancer plus. L'anxiété naît souvent de cette pression constante à réagir instantanément. Tout est urgent. Tout exige, tout te pousse. Et toi, sans t'en rendre compte, tu entres dans un rythme qui n'est pas le tien. Tu accélères pour ne pas être laissé pour compte, pour ne pas paraître faible, pour répondre aux attentes que tu n'as même pas remises en question. Mais dans ce rythme forcé, tu perds la clarté, tu perds la paix, tu perds le contact avec toi-même. La philosophie stoïcienne propose le contraire. Agir à partir de la raison, pas de la hâte. Répondre avec sagesse, pas avec vitesse, parce que chaque fois que tu choisis de répondre plus lentement que ce que le monde exige de toi, tu gagnes en pouvoir. Tu reprends le contrôle. Il ne s'agit pas d'être passif, il s'agit d'être délibéré. Que chaque pas ait un sens, que tu ne réagisses pas comme un réflexe, mais que tu décides comme quelqu'un d'éveillé. Nous sommes entourés de stimuli conçus pour nous voler notre attention. Notifications, commentaires, conflits, nouvelles.
Tout le monde veut une réponse rapide. Mais chaque réponse que tu donnes sans réfléchir est de l'énergie que tu offres. C'est du terrain que tu cèdes. C'est de la liberté que tu donnes. T'arrêter n'est pas une perte de temps, c'est un gain de temps. Parce que lorsque tu te donnes de l'espace pour penser, pour respirer, pour observer, tu peux choisir à partir de ton centre, pas à partir du chaos. De la neuroscience, nous savons que le cerveau a 2 systèmes principaux pour traiter l'information. Un rapide, impulsif, automatique, et un lent, réfléchi, analytique. La plupart des décisions que nous prenons sous stress viennent du système rapide. Mais si tu entraînes ton esprit à faire une pause, à questionner, tu actives le système réfléchi. Et c'est là que réside la sagesse, la capacité de voir au-delà de l'impulsion, de ne pas te laisser emporter par l'émotion du moment. Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu ne voulais pas simplement par réaction rapide? Combien de fois as-tu pris une décision qui t'a pesé pendant des semaines? Tout ça parce que tu ne t'es pas donné 1 minute de plus? La vitesse émotionnelle est un piège. Elle te fait croire que tu es en contrôle, alors qu'en réalité tu es emporté. Remplace la vitesse par la sagesse. Entraîne le muscle de la pause. Avant de parler, pense. Avant d'agir, respire. Avant de décider, observe. Ce petit espace de temps entre l'impulsion et la réponse peut sembler insignifiant, mais c'est là que se définit ton destin émotionnel. Les stoïciens ne cherchaient pas la rapidité, ils cherchaient la précision, la sérénité, la clarté, parce qu'ils savaient qu'une vie vécue à la hâte est rarement une vie vécue avec un but. Et tu n'es pas ici juste pour réagir. Tu es ici pour construire un esprit solide, une volonté indomptable, une vie avec un poids réel, pas avec une vitesse superficielle. La sagesse ne crie pas, elle ne court pas, elle ne pousse pas. La sagesse marche d'un pas ferme, elle parle avec intention, elle choisit quand avancer et quand rester immobile. Et si tu veux maîtriser ta colère, ton anxiété, ton monde intérieur, tu vas devoir apprendre ce rythme, le rythme de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit, juste de vivre avec vérité. Il y a des moments où la vie vous accule simplement. Elle vous laisse seul avec vos pensées, avec un vide que vous ne savez pas comment combler et une pression interne que vous ne pouvez même pas expliquer. Personne ne le remarque, personne ne le comprend, et même si vous le taisez, vous ressentez tout. Vous en avez marre, vous en avez assez de prétendre que tout va bien alors qu'à l'intérieur, vous êtes au bord de l'effondrement. Et puis arrive cette question brutale que vous ne pouvez ignorer. Où est passée votre force ? À quel moment avez-vous laissé le monde vous l'enlever? Ce n'est pas que vous êtes faible, c'est que vous êtes usé. Vous avez tellement enduré que vous ne savez plus comment continuer. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre maintenant. Personne ne viendra vous sauver. Il n'y aura pas de signe magique, ni de personne parfaite, ni de jour idéal pour que tout change. Si vous voulez sortir de cet enfer intérieur, vous allez devoir construire quelque chose en vous que le monde ne peut pas briser. Et cela s'appelle la force intérieure. Je ne parle pas de sourire face à la douleur ou de répéter des phrases vides. Je parle de faire face à ce qui vous fait mal, à ce que vous craignez, à ce qui vous a dévasté, et de décider que vous allez résister, que vous allez vous relever, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Et pour cela, vous avez besoin d'outils, une philosophie qui ne reste pas dans les livres, mais qui se vit. Des pratiques qui ne sont pas enseignées à l'école, mais qui sauvent des esprits tous les jours. Et c'est là qu'intervient le stoïcisme. Pas comme une mode, mais comme une véritable façon de vivre. Les stoïciens connaissaient la souffrance, la perte, le chaos. Et pourtant, ils restaient fermes. Non pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils avaient appris quelque chose que la plupart oublient. Le monde peut être un désastre, mais ce qui se passe en vous est votre terrain sacré. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire que tout ira bien, mais je vais vous montrer comment construire en vous quelque chose de si fort, de si clair, de si vôtre, que ni la douleur, ni la solitude, ni le chaos ne peuvent le détruire.
Nous allons parler de 8 façons pratiques et brutales de renforcer votre esprit, votre âme et votre caractère. Ce ne sont pas de belles idées, ce sont des outils qui vont vous faire mal au début, mais qui vont vous transformer. Parce qu'il est temps que vous deveniez la personne que personne ne peut renverser. 1. Maîtrise la voix dans ta tête avant qu'elle ne te domine. Ton esprit est comme une pièce sombre, avec un haut-parleur allumé à plein volume. Ce haut-parleur ne cesse de parler. Parfois il murmure, parfois il crie, mais il est toujours là. Si tu ne t'approches pas pour le contrôler, si tu n'apprends pas à gérer le volume et le contenu de ce qui est dit, tu vas vivre piégé dans ce bruit. Tu vas croire que tu es ce que tu entends, alors qu'en réalité, tu es celui qui peut choisir quelle voix permettre et laquelle faire taire. La plupart des gens ne réalisent pas que leur pire ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est cette voix qui te dit que tu ne peux pas, que tu ne vaux rien, qu'il ne sert à rien d'essayer. Celle qui ravive les erreurs du passé, qui exagère les problèmes, qui se nourrit de la peur et se renforce avec le doute. Ce n'est pas n'importe quelle voix. C'est une construction silencieuse qui a grandi au fil des années, nourrie par des expériences, des échecs, des mots d'autrui et des autotromperies. Et le plus dangereux de tout, c'est qu'elle sonne comme toi. Le stoïcisme t'apprend quelque chose de brutal mais libérateur. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas cette voix qui te parle constamment. Tu es celui qui les observe. Épictète le disait clairement, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais les opinions que nous avons sur elles. Cette voix intérieure est en essence une opinion, mais si tu ne la remets pas en question, elle devient une sentence. C'est pourquoi tu as besoin de faire ce que presque personne ne fait, l'écouter attentivement, identifier quand elle ment, quand elle exagère, quand elle manipule, et alors la couper à la racine. Maîtriser cette voix ne signifie pas la faire taire complètement, cela signifie la former, la rééduquer. Quand elle commence ses discours défaitistes, ne t'assois pas pour les écouter comme s'ils étaient la vérité absolue. Confronte-la. Demande-lui, sur quoi te bases-tu pour dire ça? Qu'est-ce que j'aurais à gagner à te croire? Ces simples questions sont des balles directes contre la narration de la peur. Parce que si tu ne remets pas en question ton esprit, il prend possession de toi. Et crois-moi, tu ne veux pas vivre en étant l'esclave de tes propres pensées. La force intérieure ne se construit pas avec des affirmations vides ni avec un positivisme forcé. Elle se construit en affrontant tes pensées les plus sombres avec la vérité, même si cela fait mal. Elle se construit en acceptant que tu as peur, que tu as des doutes, mais que cela ne définit pas tes actions. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et cette phrase est de l'or pur. La plupart de tes problèmes ne se passent pas là-bas. Ils se passent dans le théâtre mental que ta voix intérieure a monté. Et chaque fois que tu te laisses emporter par elle sans contrôle, tu lui cèdes la scène, le scénario et même ta volonté. Si tu veux une vraie force, commence ici. Observe tes pensées sans réagir immédiatement. Ne les réprime pas, mais ne t'identifie pas non plus à elles. Laisse-les passer comme des nuages dans le ciel. Certains seront des tempêtes, d'autres seront clairs, mais aucun ne définit qui tu es. Ce qui te définit, c'est ta capacité à décider quelles pensées nourrir et lesquelles laisser mourir de faim. Et cela, même si cela ne semble pas être le cas, est une compétence qui s'entraîne tous les jours. À chaque moment de doute, à chaque pensée qui cherche à te saboter, tu as une opportunité de reprendre le contrôle. Tu ne vas pas faire taire cette voix du jour au lendemain, mais tu peux commencer à baisser le volume. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu vas t'entendre dire quelque chose de différent. Je peux. Cela ne va pas me briser. Ici, c'est moi qui commande. Et quand cela arrivera, tu comprendras ce que signifie être vraiment libre. 2. Choisis des mots qui nourrissent ton âme, pas ceux qui empoisonnent ton esprit. Les mots que tu utilises sont comme des graines. Certaines tombent sur un sol fertile et portent des fruits. D'autres tombent sur du poison et t'intoxiquent de l'intérieur. Le pire, c'est que souvent tu ne te rends pas compte que c'est toi qui sèmes tout ça. Chaque phrase que tu répètes, chaque jugement que tu portes sur toi, chaque pensée que tu formules avec des mots durs, façonne la façon dont tu te vois,
ce que tu attends de toi et comment tu affrontes le monde. Ce n'est pas une exagération. Ce que tu dis devient ce en quoi tu crois, et ce en quoi tu crois définit ce que tu fais. Aussi simple que ça, aussi brutal que ça. La plupart des gens se parlent comme s'ils étaient leurs pires ennemis. Ils s'insultent, se méprisent, s'annulent. Ils se lèvent et se disent déjà des choses comme « je ne suis pas fait pour ça »,« je suis un échec »,« rien ne va jamais changer ». Et ils le font naturellement, comme si c'était normal, comme si cela n'avait pas de conséquences. Mais bien sûr que ça en a. Chaque mot que tu te dis est une brique dans le mur que tu construis en toi. Tu peux être en train de construire une forteresse, ou tu peux être en train de creuser une tombe émotionnelle. Le stoïcisme l'a bien compris. Ce que tu dis influence directement la façon dont tu perçois la réalité. Marc Aurèle l'a dit sans détour. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais ce ne sont pas seulement les pensées abstraites qui comptent, mais aussi les mots avec lesquels tu leur donnes forme. Parce qu'une idée faible dite avec violence peut devenir une vérité en toi, et une vérité puissante dite avec douceur peut passer inaperçue. C'est pourquoi il faut faire attention. Beaucoup d'attention. Commence par observer comment tu te parles. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tu échoues, quand tu es fatigué, quand tu te sens faible. Parce que c'est là que la voix la plus cruelle sort généralement. Et si tu ne la corriges pas, elle commence à se répéter comme un écho jusqu'à devenir une narration constante. Il ne s'agit pas de te parler avec des phrases vides ou exagérées. Tu n'as pas besoin de te mentir pour te sentir mieux. Ce dont tu as besoin, c'est de précision, de clarté et un peu plus de compassion. Ce n'est pas la même chose de dire « je suis un désastre » que de dire « aujourd'hui n'était pas mon meilleur jour, mais je peux m'améliorer ». Ce n'est pas la même chose de dire « je ne vaux rien » que de dire « je me sens perdu, mais je suis toujours en route ». Les mots que tu choisis ne vont pas effacer tes problèmes, mais ils vont déterminer si tu as l'énergie pour les affronter ou si tu t'effondres avant de commencer. Et ça, dans les moments de chaos, fait toute la différence. Beaucoup de gens pensent que se parler positivement est une forme de faiblesse, comme si c'était de l'auto-assistance bon marché ou du positivisme naïf. Mais ce n'est pas le cas. Te parler avec force, avec respect, avec intention, est un acte de guerre interne. C'est reconnaître que ton esprit a besoin de direction, pas de punition. Il a besoin de clarté, pas de drame. Parce que si tu ne te relèves pas avec tes propres mots, alors chaque jour, tu dépendras de quelqu'un d'autre pour le faire. Et ça, c'est une condamnation. Tu as le pouvoir de choisir le langage avec lequel tu vas te construire. Des mots qui te nourrissent ne sont pas seulement de jolies phrases. Ce sont des déclarations de guerre contre tout ce qui veut te détruire de l'intérieur. Ne répète pas ce que les autres ont dit de toi. Ne reproduis pas de vieilles idées qui ne te servent plus. Parle comme quelqu'un qui est déterminé à se relever, même s'il est à terre. Parce que ce que tu dis aujourd'hui va résonner demain dans ton esprit, dans ton corps et dans tes décisions. Ne sous-estime pas le pouvoir de tes mots. Avec eux, tu peux allumer une étincelle ou éteindre ta propre lumière. Et ce choix, même s'il ne semble pas toujours évident, est entre tes mains tous les jours. 3. Fais du silence ton maître et de la solitude ta force secrète. La plupart des gens fuient le silence comme s'il s'agissait d'une cellule, alors qu'en réalité, c'est un temple. Le bruit extérieur est comme un marché rempli de voix étrangères qui veulent te convaincre de comment tu devrais vivre, ressentir, penser. Mais le silence, cet espace inconfortable et profond où tout s'arrête, c'est là que commence vraiment le dialogue avec ce que tu es. Et non, ce n'est pas facile. Être silencieux ne signifie pas seulement fermer la bouche, c'est éteindre le monde pour un instant et faire face à ce qui est à l'intérieur. Et c'est là que la plupart des gens se brisent. La solitude n'est pas un ennemi, c'est un maître. C'est cette salle vide où au début tu te sens nu, exposé, mais où, si tu résistes assez longtemps, tu commences à voir clairement. Parce que tant que tu es entouré de gens, d'écrans, de bruit, tu peux t'échapper de toi-même.
Mais quand tout cela s'éteint, il n'y a plus de déguisement qui vaille. C'est toi, avec tes pensées, tes peurs, tes blessures. Et là, à ce carrefour inconfortable, c'est là que commence la véritable transformation. Les stoïciens le savaient. Ils ne cherchaient pas le bruit, ils cherchaient la clarté. Marc Aurèle écrivait ses pensées au milieu des batailles, entouré de chaos, et pourtant, il trouvait la paix dans cet exercice d'introspection. Parce qu'il comprenait que le pouvoir n'est pas de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais de maîtriser ce qui se passe à l'intérieur. Et pour cela, tu as besoin de silence, pas de temps en temps, tous les jours. Même si ce n'est que pour quelques minutes, tu as besoin de cet espace où personne ne te dit quoi penser, où tu n'as pas à impressionner personne, où tu peux écouter ta propre voix sans interférence. Mais cela fait peur. Parce que dans le silence apparaissent les vérités que tu évites, les décisions que tu reportes, les vides que tu maquilles avec des distractions. Et c'est pourquoi beaucoup préfèrent le bruit constant, les conversations vides, le fait de se déplacer d'ici à là comme si rien ne se passait. Mais il se passe quelque chose. Il se passe que tu perds l'opportunité de te connaître, de te reconstruire de l'intérieur, de retrouver ton centre. Et cela a un coût, vivre déconnecté de toi-même. La force intérieure n'est pas de faire semblant d'être froid. Ce n'est pas d'être entouré de gens tout le temps, ni d'avoir des réponses à tout. C'est d'avoir la capacité d'être seul sans se sentir vide. C'est de pouvoir marcher en silence sans que ton esprit ne devienne un champ de bataille. Et cela s'entraîne. Cela se construit petit à petit, en choisissant d'éteindre le bruit pour écouter ce qui compte. Au début, cela dérange, puis cela libère. Parce que lorsque tu apprends à être avec toi-même, sans distraction, sans masque, tu découvres quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais. Tu n'as pas besoin de l'approbation constante, ni de l'attention, ni des opinions des autres. Tu découvres que l'essentiel était déjà à l'intérieur. Seulement tu ne pouvais pas l'entendre à cause de tout ce bruit. La solitude choisie est un acte de force, pas de faiblesse. C'est un espace où tu peux tout remettre en question sans avoir à rendre des comptes à personne. Où tu peux échouer, pleurer, respirer et te relever avec de nouvelles décisions. Lorsque tu apprends à faire de ce silence ton allié, tu cesses de dépendre du monde pour te sentir fort. Tu n'as plus besoin de remplir ton agenda, ni de t'entourer de personnes qui ne t'apportent rien. Tu apprends à être avec toi-même, et plus encore à te respecter. Et quand cela se produit, le monde peut venir avec tout ce qu'il a. Pression, chaos, bruit, incertitude. Et toi, au milieu de tout cela, tu pourras rester ferme, parce que tu as déjà été avec toi-même. Tu sais ce que tu vaux sans applaudissements ni compagnie. Tu as déjà ce refuge interne auquel tu peux retourner lorsque tout s'effondre à l'extérieur. C'est la véritable force, celle qui naît dans le silence, celle qui grandit dans la solitude, et celle que personne ne peut enlever. 4. Libère-toi de ce que tu ne peux pas contrôler et récupère ton pouvoir. Imagine que tu traverses la vie en portant une valise qui ne t'appartient pas. Elle est remplie de pierres que d'autres personnes ont mises là. Déception, jugement, erreur d'autrui, attentes que tu n'as jamais choisies. Et sans t'en rendre compte, tu avances chaque jour plus lentement. Ton dos te fait mal, tu manques d'air, mais tu continues à porter cette valise comme si elle était à toi. Comme si tu n'avais pas le choix. Le pire, c'est que la plupart des gens font exactement la même chose. Ils souffrent pour des choses qu'ils ne contrôlent pas. Ils s'épuisent pour des personnes qui ne changent pas. Ils se rendent amers à cause de situations qui échappent à leur contrôle. Et puis ils se demandent pourquoi ils se sentent si vides, si frustrés, si épuisés. Le stoïcisme le dit clairement dès le début. Il y a 2 catégories dans la vie. Les choses que tu peux contrôler et celles que tu ne peux pas. Ton attitude, tes décisions, tes actions, tes valeurs, tout cela est sous ton contrôle. Mais le temps, l'opinion des autres, le passé, la mort, le comportement des autres, cela ne t'appartient pas. Et pourtant, souvent, tu donnes toute ton énergie à ce qui est hors de ta portée. Tu te brises en essayant de réparer ce qui ne dépend pas de toi.
Tu es obsédé par le changement des personnes qui ne veulent pas changer. Tu te punis pour des erreurs passées que tu ne peux pas refaire. C'est comme crier au vent et espérer qu'il s'arrête. Récupérer ton pouvoir commence par lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que pendant que tu concentres ton attention sur l'incontrôlable, tu négliges ce qui est entre tes mains. Peux-tu décider comment réagir? Oui. Peux-tu contrôler ce que quelqu'un d'autre dit de toi? Non. Peux-tu choisir comment tu vis aujourd'hui? Oui. Peux-tu empêcher le monde d'être injuste parfois? Non. Et c'est là la clé. Chaque fois que tu dépenses ton énergie sur l'extérieur, tu perds du pouvoir sur l'intérieur. Et cela te transforme en esclave, déguisé en personne libre. Les stoïciens n'étaient pas insensibles, ils étaient pratiques. Il ne s'agissait pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser ce qu'ils ne pouvaient pas changer les détruire de l'intérieur. Ils comprenaient que la véritable liberté commence lorsque tu arrêtes de lutter contre l'inévitable. Il ne s'agit pas d'accepter tout passivement, mais d'utiliser ton énergie de manière stratégique. Parce que celui qui essaie de tout contrôler finit par perdre le contrôle de lui-même. Et ce n'est pas de la force, c'est du chaos. Beaucoup de gens vivent piégés dans des cercles de frustration parce qu'ils ne veulent pas lâcher prise. Parce qu'ils pensent que lâcher prise, c'est perdre. Mais non. Lâcher prise, c'est choisir, c'est décider que ta paix vaut plus qu'un conflit éternel, que ton équilibre est plus précieux que d'avoir raison, que ton énergie mérite d'être utilisée pour grandir, pas pour souffrir de ce que tu ne peux pas bouger. Et bien sûr, ce n'est pas facile, parce que lâcher prise fait aussi mal. Il est douloureux d'accepter que quelqu'un ne va pas changer. Il est douloureux de cesser d'attendre un pardon qui n'arrive pas. Il est douloureux de regarder une situation et de dire « cela ne dépend pas de moi », mais cette douleur est nécessaire. Parce que c'est elle qui ouvre la porte à ta véritable force. Quand tu arrêtes de porter ce qui ne t'appartient pas, tu te rends compte à quel point il peut être facile d'avancer. Tu te rends compte de tout ce que tu peux construire avec l'énergie que tu utilisais auparavant pour te détruire lentement. Tu retrouves ton focus, ta clarté, ta décision. Et alors tout change, parce que le monde reste chaotique, oui, mais tu ne te brises plus à chaque coup. Tu as créé une barrière invisible qui protège ce qui est le plus précieux, ton centre. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est gagner de l'espace, c'est gagner de la vie. Et c'est le premier pas pour devenir une personne qui non seulement résiste au monde, mais qui l'affronte avec une véritable force. Parce que tu n'es plus à la merci du chaos, tu es en contrôle de toi. 5. Renforce-toi dans le calme avant que la tempête ne te réveille. Le calme est comme la mer avant l'ouragan. Il semble tranquille, même inoffensif, mais cela ne signifie pas que tu dois te laisser aller. Car celui qui se détend trop quand tout est paisible est le premier à sombrer quand la tempête arrive. Et les tempêtes arrivent toujours. Tôt ou tard, la vie va te secouer. Elle ne demande pas si tu es prêt, elle ne te prévient pas à l'avance. Elle arrive simplement, emporte, change le cours des choses et te force à affronter ce qui est vraiment en toi. C'est pourquoi, si tu attends que le chaos apparaisse pour commencer à être fort, tu es déjà en retard. Beaucoup de gens font cette erreur. Ils n'entraînent leur esprit que lorsque la douleur se manifeste. Ils ne cherchent la stabilité que lorsque tout s'effondre. Ils n'essaient de calmer leur anxiété que lorsqu'elle les étouffe déjà. Mais le stoïcien n'agit pas ainsi. Le stoïcien se prépare en temps de paix. Il profite de chaque moment tranquille pour se renforcer de l'intérieur, pour forger son caractère, pour entraîner sa résistance émotionnelle. Car il comprend que le véritable test n'est pas de garder son calme quand tout va bien, mais de le garder quand tout s'effondre. Et ce calme ne s'improvise pas, il se travaille. Sénèque parlait de la premeditatio malorum, une pratique stoïcienne qui consistait à imaginer les pires scénarios possibles, non pas pour se laisser obséder par la peur, mais pour l'affronter avant qu'elle n'arrive, pour que lorsque l'adversité se présente, elle ne te paralyse plus, elle ne te brise plus, parce que tu l'as déjà vécu dans ton esprit.
Tu l'as déjà vue, tu la connais, et c'est pourquoi elle ne te surprend ni ne te détruit. C'est ça la force intérieure, ne pas attendre que tout aille mal pour devenir fort, mais devenir fort pour quand tout ira mal. Mais aujourd'hui, la plupart des gens vivent distraits dans le calme. Ils s'anesthésient avec des plaisirs rapides. Ils se divertissent avec des choses superficielles. Ils oublient de regarder à l'intérieur. Ils ne se remettent pas en question. Ils ne se préparent pas. Ils ne réfléchissent pas. Et quand la vie frappe, ils se brisent en 1000 morceaux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas construit de base. Il n'y avait pas de structure émotionnelle, pas d'entraînement mental, seulement du confort déguisé en paix. Et ce confort ne sert à rien lorsque le monde est en désordre. Le calme doit être ton terrain d'entraînement, pas ton excuse pour dormir. Chaque jour qui passe sans bruit, sans pression, est une occasion de développer la clarté, la discipline, l'autocontrôle. Pour te demander quelle partie de toi a besoin d'être renforcée, quelles pensées doivent être remises en question, quelles habitudes doivent mourir. Car lorsque le chaos arrive, il n'y a pas de temps pour se préparer. Tu agis seulement avec ce que tu as. Et si tu n'as pas entraîné avant, il t'écrase. Entraîne ton esprit quand tout est tranquille. Apprends à observer tes émotions sans les juger, à respirer profondément quand tu n'en as pas besoin, à penser clairement même quand il n'y a pas de pression. Ainsi, quand viendra le moment de vérité, tu seras prêt. Non pas parce que tu es invincible, mais parce que tu as déjà entraîné ta résistance. Tu as déjà semé la force dans le calme et maintenant tu peux la récolter dans la tempête. Personne n'échappe à la douleur. Personne ne vit sans perte, sans incertitude, sans coup. Mais il y a ceux qui y font face avec courage, avec un regard ferme, avec un cœur fort qui ne s'est pas construit au milieu du désastre, mais bien avant, dans le silence, dans la pratique, dans le calme choisi. C'est le type de force qui ne se voit pas à première vue, mais qui fait la différence quand tout le reste s'effondre. Alors ne gaspille pas le calme, utilise-le. Transforme-le en ton gymnase mental. Car quand le monde tremblera, tu n'auras pas le temps de construire ta forteresse, tu devras vivre à l'intérieur d'elle. 6. Transforme chaque blessure en objectif, chaque cicatrice en direction. Les cicatrices sont comme des cartes secrètes. On ne les voit pas de loin, elles ne brillent pas comme des médailles, mais elles portent l'histoire de chaque bataille que tu as vécue. Certaines, tu les caches parce qu'elles te font mal, d'autres, tu les ignores parce que tu penses qu'elles ne signifient rien. Mais toutes sont là pour une raison. Chaque blessure qui t'a marqué peut être une excuse pour abandonner ou un signe pour te transformer. C'est à toi de décider. La douleur n'est pas ce qui détruit, c'est l'interprétation que tu fais de cette douleur. Et si tu apprends à regarder tes blessures avec d'autres yeux, elles peuvent devenir le moteur qui te pousse vers ta meilleure version. La plupart veulent guérir en oubliant. Ils veulent enterrer ce qui a fait mal, faire comme si cela n'était jamais arrivé. Mais cela ne fait que te briser davantage. Parce que la douleur qui n'est pas affrontée reste stagnante. Elle te conditionne, te sabote, te limite. Il ne s'agit pas de revivre le passé, il s'agit de le comprendre. De regarder cette blessure et de te demander « Qu'est-ce que je peux construire avec ça ? Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ? Comment puis-je éviter que cette cicatrice ne soit qu'une marque sans sens ?» C'est là que se trouve le pouvoir. Prendre ce qui semblait être une tragédie et le transformer en une direction claire. Transformer ce qui t'a brisé en la base de ce que tu vas construire. Le stoïcisme ne nie pas la souffrance. Il l'utilise. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais notre opinion sur elles. Une perte peut t'écraser ou peut t'ouvrir les yeux. Un échec peut t'arrêter ou peut te donner une nouvelle stratégie. Un rejet peut t'humilier ou peut t'apprendre que tu n'as pas besoin de validation externe. Tout dépend de ce que tu fais avec ce qui t'est arrivé. Parce que tu ne choisis pas ce qui te blesse, mais tu peux choisir ce que tu fais ensuite. Et c'est là que se séparent ceux qui restent brisés de ceux qui se reconstruisent avec colère et objectif. Il faut comprendre quelque chose. Tu n'es pas faible parce que tu t'es brisé. Tu n'es pas moins parce que tu es tombé. La vie ne consiste pas à éviter les blessures. Elle consiste à ne pas les laisser te définir.
Tu peux utiliser chaque chute comme une marche, chaque erreur comme une leçon, chaque trahison comme un filtre pour savoir qui mérite vraiment ton énergie. Mais cela ne se produit pas tout seul. Cela nécessite une décision. Cela nécessite que tu prennes la douleur à deux mains et que tu dises « Cela ne va pas me transformer en victime. Cela va me transformer en force. » Transformer la douleur en objectif ne signifie pas romantiser la souffrance. Cela ne signifie pas que tout arrive pour une raison magique. Cela signifie que, puisque c'est arrivé, tu vas l'utiliser comme carburant, comme une étincelle qui te rappelle pourquoi tu ne peux plus rester au même endroit. Parce qu'il y a des blessures qui non seulement te marquent, mais te réveillent. Elles te disent que tu ne peux plus vivre de la même manière, qu'il faut que quelque chose change. Et ce message, bien qu'il fasse mal, peut être ta boussole. Beaucoup de gens marchent sans but parce qu'ils n'ont jamais transformé leur douleur en direction. Ils la traînent comme un poids, ils ne l'utilisent pas comme un guide. Et ils continuent à répéter des schémas, à chercher des coupables, à fuir le passé. Mais tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour prendre ce qui a fait mal et le transformer en détermination, en courage, en clarté. Chaque cicatrice que tu portes est un signe que tu as survécu. Et si tu as survécu, tu peux avancer. Tu peux utiliser cette histoire pour inspirer, pour créer, pour te relever avec plus de fermeté qu'avant. Alors, ne cache pas tes blessures. Ne les cache pas comme si elles étaient une honte. Elles font partie de toi, mais elles ne sont pas tout ce que tu es. Utilise-les. Fais-en partie de ton objectif, parce que ce qui a fait mal peut être exactement ce qui te pousse à ne jamais abandonner. 7. Embrasse l'obscurité. C'est là que naît ta lumière la plus authentique. L'obscurité est comme une pièce sans fenêtre. Au début, tu entres et tout est incertitude. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien, tu ne sens que le poids du silence, la peur flottant dans l'air et le sentiment que quelque chose ne va pas. Mais si tu restes là assez longtemps, si au lieu de courir, tu choisis de rester immobile, tes yeux s'adaptent. Tu commences à voir des formes, à distinguer des détails, à comprendre que tout n'est pas une menace, qu'il y a aussi de la vérité dans l'ombre, que tout ce qui est sombre n'est pas perdu. Et alors quelque chose de curieux se produit. Au milieu de la noirceur, une lumière apparaît. Elle ne vient pas de l'extérieur, ce n'est pas une lampe ni une porte ouverte. Elle vient de toi. L'erreur de beaucoup est de penser que leur force se construit dans les moments heureux, qu'ils ne peuvent avancer, grandir, briller que lorsque tout va bien. Mais la réalité est autre. La vie ne se forge pas dans le confort, elle se forge dans l'abîme. Quand tu n'as pas de réponse, quand tout semble brisé, quand la douleur te pousse à la limite. C'est dans cet espace inconfortable que tu découvres vraiment de quoi tu es fait. Et là, dans cette nuit interne qui semble interminable, une clarté peut naître que tu n'aurais jamais trouvée dans la lumière. Le stoïcisme ne te dit pas de fuir tes émotions sombres, il te dit de les regarder en face, d'entrer en elles avec conscience, parce que la peur, la tristesse, la colère ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux. Ils te montrent des parties de toi que tu as besoin de travailler, des blessures que tu n'as pas guéries, des croyances qui te limitent. L'obscurité révèle ce que la lumière cache. Et si tu apprends à te déplacer à l'intérieur sans paniquer, tu développes une force qui ne dépend de rien d'extérieur. Une force brute, réelle, indestructible. Beaucoup nient leur obscurité parce qu'ils croient que ressentir est échouer, que d'avoir peur est se rendre, que d'être triste est être faible. Mais non, ressentir fait partie du processus. Ce que tu ne peux pas te permettre, c'est de rester coincé. L'obscurité est un lieu que tu dois traverser, pas un lieu où tu dois rester à vivre. C'est le terrain où germent les graines du changement. Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Parce que si tu fuis toujours la douleur, tu n'apprendras jamais ce dont tu as vraiment besoin. Et si tu n'apprends pas, tu répètes. Chute après chute, sans transformation. Ta lumière la plus authentique n'apparaît pas quand tout est résolu. Elle apparaît quand, même avec peur, tu décides d'avancer. Quand tu es fatigué mais que tu choisis de résister. Quand tu as mal mais que tu continues à marcher. C'est là que se trouve le véritable éclat. Dans cette capacité à affronter ton côté le plus sombre sans perdre le cap.
Et ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, c'est une pratique quotidienne. C'est regarder en toi et ne pas avoir peur de ce que tu trouves. C'est accepter que tu as aussi des ombres, que tu n'es pas parfait, mais que cela ne te rend pas moins précieux. Cela te rend humain. Chaque personne qui a trouvé son but, sa voie, sa force, a traversé des moments sombres, des moments où tout semblait perdre son sens, où rien ne fonctionnait, où la seule option était de se rendre ou de se réveiller. Et c'est là que tu choisis. Tu peux laisser l'obscurité te consumer ou tu peux l'utiliser comme tremplin. Tu peux te noyer ou tu peux trouver en toi une flamme que tu ne savais pas que tu avais. Et une fois que tu la trouves, il n'y a pas de retour en arrière. Parce que tu n'as plus besoin de la validation de personne. Tu ne dépends plus de l'extérieur pour te sentir fort. Tu as touché le fond, tu as marché parmi les ombres, et pourtant tu es toujours debout. Et ça, c'est de la vraie lumière. Une lumière qui ne s'éteint pas avec le vent. Une lumière qui vient d'avoir connu ton obscurité et d'avoir décidé de ne plus jamais en avoir peur. 8. N'attends pas de signe. Aujourd'hui est le jour pour faire ce premier pas. La vie est comme une énorme porte que beaucoup regardent, attendant qu'elle s'ouvre d'elle-même. Ils se tiennent devant elle, l'observent, l'analysent, se demandent si c'est le bon moment, s'il y a un signe, si quelqu'un viendra avec la clé parfaite. Mais personne ne vient. Il n'y a pas de lumière clignotante, pas de voix du ciel, pas de chemin tracé. Il n'y a que toi, la porte, et une décision que tu ne peux plus repousser, pousser. Parce que la plupart ne sont pas en échec par manque de talent. Ils échouent parce qu'ils restent immobiles à attendre le moment parfait qui n'arrive jamais. Cette attente tue plus de rêves que l'échec. L'illusion que un jour les choses changeront d'elles-mêmes est un piège. Le moment idéal n'arrivera pas. Tu ne te réveilleras pas un jour avec toutes les réponses. Tu ne te sentiras pas complètement prêt. Et si tu continues à attendre que tout s'aligne, tu vas perdre des années de ta vie à regarder comment les autres osent. Le stoïcisme ne promeut pas la passivité, il promeut l'action consciente. Il ne s'agit pas de te pousser sans réfléchir, mais de cesser de te cacher derrière des excuses élégantes. Aujourd'hui est le jour. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, quand ? Le changement ne commence pas lorsque les conditions sont confortables, il commence lorsque tu décides de bouger malgré la peur, malgré le doute, malgré le chaos. Faire ce premier pas n'est pas une garantie de succès immédiat, mais c'est la seule façon de laisser derrière toi la paralysie. Chaque pas que tu ne fais pas te lie un peu plus à une version de toi qui ne te représente plus. Chaque jour que tu repousses ton avancement est un vote pour rester au même endroit. Tu as de la force, tu as des raisons, tu as des cicatrices qui peuvent être des ailes si tu choisis de les bouger. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que c'est ton moment. C'est déjà le cas, parce que le temps n'attend pas et le monde ne s'arrête pas. Et toi, si tu lis ceci, tu sais déjà en toi que tu ne peux plus attendre. Alors fais le pas. Commence aujourd'hui, parce que cette porte ne va pas s'ouvrir toute seule. Elle s'ouvre de l'intérieur avec la force de ta décision.